Bonjour, un nouveau message dans le cadre de mon partenariat avec AD Medilink qui continue. Ce qui est une très bonne nouvelle pour ce podcast et en plus on va vous proposer une offre spéciale. Donc AD Medilink, vous le savez peut-être maintenant, c'est une entreprise qui a été créée à Hong Kong par un couple, Amélie et Julien, qui avaient du mal à trouver de l'info claire sur l'assurance santé. Quand on vit à l'étranger, trouver la bonne assurance, c'est compliqué et le service laisse souvent à désirer. Donc Amélie et Julien ont monté une équipe francophone qui aide de plus en plus de familles et d'entreprises, des petites comme des grandes, à choisir la bonne assurance et en leur donnant les meilleurs conseils. À titre d'exemple, on a décidé, un peu à l'image de ce podcast, d'être concret et de rentrer dans les détails, de vous donner un exemple. Une PME dirigée par un Français les a récemment sollicités pour trouver une nouvelle assurance pour couvrir ses 5 employés. AD Medilink lui a proposé plusieurs options, locales et internationales, avec des tarifs vraiment compétitifs. Les experts d'AD Medilink lui ont ensuite expliqué clairement les différences et l'ont conseillé dans ses intérêts en répondant à toutes ces questions. Une fois l'assurance souscrite, le client a pu compter toute l'année sur l'équipe pour gérer ses demandes de remboursement et l'aider en cas de pépin. Grâce à AD Medilink, cette PME a non seulement évité les tracas, mais elle a gagné du temps et surtout, le plus important, de l'argent. AD Medilink se développe et a récemment été choisi comme le référent de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, pour tous les Français vivant à Hong Kong et en Chine. Aujourd'hui, avec plus de 20 partenaires, comme Ener, April, MSH, et un service aux petits oignons, AD Medilink est devenu la référence. Donc voici l'offre que vous attendez tous. Pour tous les auditeurs de Sésame Asie, AD Medilink offre une remise de 200 € la première année. Pour bénéficier de cette offre, ou si vous avez tout simplement besoin d'infos sur votre assurance, contactez-les de ma part sur bonjour@admedilink.hk, admedilink.hk, ou en visitant leur site www.admedilink.hk. Je mets les liens dans les commentaires, dans la description de l'épisode, et vous pouvez directement cliquer dessus. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Pascal Viau, General Manager de Ubique, merci de me recevoir à Taïwan. Ça fait plaisir de faire un épisode à Taïwan et de visu. J'utilise mon nouveau matériel grâce à toi. On a une qualité de son qui va être top. Super. On va parler aujourd'hui de semi-conducteurs. Oui. Tu es un spécialiste des semi-conducteurs, une industrie qui est au cœur de l'actualité, encore plus à Taïwan bien sûr. Il y a une entreprise à Taïwan, TSMC, qui produit la moitié des puces dans le monde. Donc si vous ne connaissez pas encore ce nom, TSMC, c'est à retenir, une entreprise d'une importance capitale. L'industrie représente 15% du PIB taïwanais, donc c'est une industrie importante dans le monde, mais à Taïwan qui est cruciale. D'un point de vue géopolitique, bien sûr, dans la relation entre les États-Unis et la Chine, il y a Taïwan et donc il y a les semi-conducteurs. Ces derniers mois, on a vu l'épisode de Huawei qui a démontré la dépendance de la Chine sur cette technologie clé. Plus récemment, il y a aussi une pénurie de semi-conducteurs et beaucoup de puissances mondiales, européennes, américaines, qui demandent à Taïwan de les aider parce qu'il n'y a pas assez de puces. Ces puces se trouvent partout dans nos appareils électroniques. Tout à fait. Tu es donc expert dans ce domaine, on va développer tous ces sujets. Tu représentes aussi la région de Grenoble, qui est la plus dynamique en France dans ce secteur, avec notre champion français ST Micro. Tu aides aussi les entreprises françaises à s'implanter ici à Taïwan. Donc tu vas aussi nous parler de ça, et un sujet récurrent sur le podcast, comment venir faire du business en Asie, et donc là en particulier sur Taïwan. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Pascal, et peut-être de nous dire un peu plus sur Ubique et tes activités professionnelles. Bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, Pascal Viau, ça fait 17 ans que je suis basé à Taipei, à Taïwan. J'ai un background d'ingénieur, généraliste à la base. Et donc j'ai créé il y a une dizaine d'années une entreprise ici, à Taipei, qui s'appelle Ubique,
qui est une société de conseil et de services. Donc on est vraiment sur les deux aspects. On aide, on donne du conseil à des entreprises, y compris des grands groupes. Et puis on a surtout une dimension service. Donc service aux entreprises, service aux startups, dans des domaines qui sont liés, donc comme on l'a dit, aux semi-conducteurs principalement, la nano-électronique, mais aussi d'autres aspects technologiques, donc plutôt dans la haute technologie, le high-tech. Et donc c'est une des activités qu'on a développées depuis 10 ans en fait, sur Taïwan. Alors on utilise Taïwan comme une base, on est aussi sur la région Asie, donc on rayonne aussi à partir de Taipei, de Taïwan sur la région, et on aide aussi nos clients à rayonner sur la région Asie. D'accord. Au-delà de ça. Voilà, et donc c'est effectivement un sujet, la nanoélectronique, le semi-conducteur, qui est un peu au cœur de l'activité, de nos activités côté Ubique. Mais c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles je suis à Taïwan et à Taipei. C'est évidemment, comme tu l'as dit, au cœur de l'industrie de Taïwan, et la place de Taïwan dans cette filière-là est vraiment prépondérante. D'où ce positionnement stratégique pour nous Ubique, pour aider les entreprises. Nos clients, donc je représente aussi formellement certaines startups ou PME. Donc il y en a une qui s'appelle Wise Integration, qui vient de Grenoble. D'accord. Et on va parler plus en détail un peu plus tard, ouais. Et on les aide typiquement à se développer sur Taïwan dans plusieurs dimensions. On peut les aider justement sur des aspects opérationnels, donc sous-traitance par exemple, mais aussi sur des aspects marketing, de prospection commerciale. Donc on est vraiment sur du service. De développement en fait à l'internationalisation de ces entreprises dans différents aspects qui vont du sourcing au marketing, au business development en fait. D'accord, parce que si je comprends bien, c'est pas juste chercher des clients, non. Mais peut-être l'exemple sera à la fois de produire à Taïwan et de chercher du business, quoi. Il y a les deux casquettes, c'est ça. Donc c'est ça l'intérêt de Taïwan, c'est qu'on a effectivement les deux possibilités. Il y a aussi toute une dimension importante qui est la coopération, qui est aussi au cœur de la nanoélectronique ou du semi-conducteur. Il y a énormément de travail qui en mode partenarial, en coopération, et généralement dans ce milieu-là, et particulièrement avec Taïwan, on a intérêt à rechercher ces partenariats qui sont à 360 degrés ou 180 degrés. On peut vraiment travailler sur à la fois des thématiques d'amélioration industrielle, tout simplement, mais aussi purement commerciale. Et en combinant les deux, c'est là où on maximise en fait l'intérêt de travailler avec l'écosystème taïwanais, on va dire, sur le semi-conducteur. On va revenir au b.a.-ba, parce qu'en fait, les semi-conducteurs, on en parle, mais même moi, le premier, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc, on va commencer par une petite introduction. Oui. Les semi-conducteurs pour les nuls. D'accord. Alors, semi-conducteur, c'est vrai que le nom est un peu marrant, hein, semi-conducteur, donc qui conduit. Alors, conducteur, on le sent bien, hein, c'est ce qui conduit l'électricité. Alors, pourquoi semi? Alors, c'est une catégorie de matériaux, en fait, dont le principal et le plus connu est le silicium, donc ce qui a donné Silicon Valley, enfin tous ces aspects-là. Ouais. Et ces matériaux ont des propriétés effectivement électroniques intéressantes. On peut en fait les graver pour intégrer de façon très petite, donc micro-nanométrique, des éléments de base qui sont des composants électroniques. Donc le semi-conducteur permet en fait d'intégrer au niveau d'un matériau spécial, donc typiquement le silicone, ce qu'on appelle les transistors, qui est en fait l'élément infinitésimal, on va dire la cellule de calcul de électronique. Le jeu, c'est le nombre de transistors qu'on arrive à caser dans un. Le jeu, c'est la densité. Dans une puce, exactement. C'est c'est essayer de maximiser en fait ces transistors et ces circuits pour miniaturiser au maximum tout appareil électronique. Donc le semi-conducteur permet de faire ça, c'est-à-dire un circuit électronique de base, on peut en fait le graver de façon extrêmement fine, précise, sur un matériau particulier, ce qui permet en fait de densifier au maximum la puissance de calcul, de traitement des données, etc., pour avoir en fait ce qu'on appelle un circuit intégré, IC en anglais, qui en fait au niveau d'un composant, donc on va le voir, ça est un composant, mais à l'intérieur du composant, il y a une complexité de circuits qui permet de traiter des données, de transmettre des données en radiofréquence, de calculer, de faire un certain nombre de choses que l'électronique peut le faire, mais au niveau nanométrique, donc vraiment très très petit. Et on parle des microprocesseurs ou on parle de plein de familles différentes de... Donc le microprocesseur, c'est une catégorie de composants, une catégorie de semi-conducteurs qui permet de calculer. Mais on parle le cœur de l'ordinateur ou du téléphone, quoi. Exactement, c'est le moteur en fait. Le moteur d'un PC, d'un smartphone. Mais il y a effectivement aussi tout ce qui est capteur.
Un microphone, ça peut être aussi fait en silicium, ça peut être un semi-conducteur. Tout ce qui est maintenant caméra, c'est aussi du semi-conducteur, donc la prise d'image. Le capteur de la caméra, c'est aussi du semi-conducteur. Il y a aussi tout ce qui va être radio, donc toute la transmission, évidemment, sur un smartphone. On parle de radiofréquence, donc recevoir des données, téléphoner, envoyer des données sur Internet, 1G, 2G, 4G, 5G. Enfin, tout ça, c'est aussi à la base des semi-conducteurs qui permettent d'envoyer des données, de recevoir des données. Donc il y a vraiment énormément de familles en fait de composants et chaque famille va nécessiter plus ou moins des niveaux différents en fait de technologie, mais ça reste du semi-conducteur, c'est-à-dire sur un substrat type silicium qui va permettre en fait d'intégrer au maximum ces aspects-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette tendance à la miniaturisation. C'est vraiment le semi-conducteur, si on regarde l'historique du semi-conducteur, il y a cette fameuse loi de Moore qui a été prédite dans les années 60, qui dit qu'en fait il y a cette densification de transistors est doublée tous les 2 ans. Donc c'est une loi exponentielle, c'est-à-dire qu'on... Et la puissance de calcul qui progresse au même rythme, voilà, c'est ça donc de façon exponentielle. Et c'est une loi complètement empirique, c'est un constat à la base de Monsieur Moore. Et en fait, elle s'est avérée vraie. Donc depuis les années 60 jusqu'à maintenant, on va dire. C'est-à-dire qu'on a tous les 2 ans, en fait, un doublement, en fait, de la densité de ces fameux transistors. Et du coup, on va dire un doublement de la capacité à nos microprocesseurs d'aller plus vite et de miniaturiser au maximum les choses. C'est pour ça qu'on a des appareils électroniques de plus en plus performants, tout en maintenant un coût qui est à peu près stable. Et c'est ça le miracle du semi-conducteur, en fait. C'est pour ça qu'on voit tous les 2 ans des nouvelles générations de produits qui arrivent, que ce soit un PC, que ce soit un smartphone. De plus en plus performant. Voilà. Ça veut dire qu'en termes de software, on a aussi la puissance de calcul qui permet de faire tourner des softwares de plus en plus complexes. Sinon, en termes de programmation, ce serait bien plus difficile si on était contraint. Donc, exactement. Plein d'influence, quoi. Voilà. Après, le semi-conducteur permet effectivement de développer tout ce qui va autour, dont le software, et permet de contrôler tout ça de façon fine et d'avancer. Donc, en fait, le semi-conducteur nous a permis, en fait, d'avoir ces appareils électroniques disponibles de façon abordable et de plus en plus performants. Et donc on peut innover au-delà de ça avec des applications, avec du software, avec de l'intelligence artificielle typiquement, qui vient de se greffer par ailleurs. Et une question idiote, pourquoi aussi petit? Est-ce que dans le smartphone, on comprend qu'il faut que ça soit hyper miniaturisé, mais bon, maintenant les voitures, on a vu avec l'exemple par exemple de l'Allemagne qui a des problèmes de production parce qu'il manque de puces et ils demandent à Taïwan de les aider. Mais est-ce que dans une voiture, on pourrait pas se permettre d'avoir des puces 2 fois plus grosses? Parce que voilà, il y a plus de place, quoi. Alors c'est vrai que c'est une bonne question et on voit que par exemple l'électronique ne suit pas forcément les mêmes règles que l'électronique grand public. Il va pas forcément chercher les choses de toute dernière génération. Effectivement, le milieu de l'automobile est plutôt conservateur à la base. Il y a aussi des problèmes de sécurité, des choses comme ça qui doivent conserver. Et donc, il y a toujours un compromis. C'est toujours un trade-off, un compromis entre la performance, la miniaturisation et aussi la fiabilité. Donc, il y a aussi ces aspects-là. La vie d'un smartphone, c'est quelques années. Enfin, c'est limité. Justement parce que tous les 2 ans on a des nouveaux smartphones qui arrivent sur le marché. Une voiture, c'est pas forcément le cas. On a besoin qu'elle soit fiable sur la durée. Donc la qualité des semi-conducteurs, ce que les intégrateurs vont chercher au niveau de la voiture, c'est pas forcément à tout prix la performance. Il y a un compromis à faire sur la fiabilité, et donc ils vont chercher des choses qui sont un petit peu différentes. Et ça se traduit pas forcément par les mêmes produits. Il y a cette course effectivement à avoir quand même de plus en plus de communication au niveau des véhicules. C'est une tendance lourde. On parle de plus en plus d'arriver à des choses de plus en plus autonomes sur la voiture. Donc il y a besoin de puissance, ça c'est sûr, donc de performance. Donc il faut quand même suivre cette loi de Moore et avancer. Mais c'est vrai qu'on est un peu moins contraint sur des problèmes d'intégration. Mais ça reste quand même important de mettre ça en perspective sur, attention, le semi-conducteur, s'il lâche dans une voiture, la voiture c'est un véhicule qui est dangereux, on le sait. Et donc il faut vraiment s'assurer que le semi-conducteur soit durci. Alors c'est le terme qu'on emploie dans le jargon. On parle de semi-conducteur durci, donc il est plus résistant, plus fiable en fait. Et c'est vrai que l'industrie automobile a toujours mis une pression, un challenge positif sur l'industrie du semi-conducteur. Pour avoir une fiabilité bien au-delà de l'appareil électronique classique qu'on utilise tous les jours. Parce qu'il y a cette contrainte de sécurité qui est importante.
Et c'est pour ça qu'on a des filières qui sont pas forcément, elles peuvent être séparées en fait, hein, et on n'a pas forcément les mêmes usines ou les mêmes équipes qui vont faire, concevoir ou fabriquer en fait les mêmes puces pour ces marchés différents. Mais c'est vrai que l'automobile a été très pionnier en fait sur la fiabilité du semi-conducteur. Ça a été même les premiers en fait, hein, même avant les avions. C'est-à-dire que c'est vraiment l'industrie automobile qui est la première a vraiment pris en charge, vraiment a mis cette pression sur l'industrie du semi-conducteur pour dire il faut absolument que les semi-conducteurs soient fiables pour les intégrer dans la voiture. L'avionique est arrivée derrière évidemment, mais c'est vrai que en termes de fiabilité et de risque et d'exposition par rapport à la sécurité des personnes, la voiture est effectivement un véhicule au sens propre et figuré du terme important pour ça. On voit les contraintes et après les quantités qui peuvent exister dans l'industrie automobile qui doivent aussi avoir des perspectives intéressantes. Exactement. Et justement sur le côté production, alors donc on entend parler souvent des wafers, c'est ça? Ouais. Qui sont donc ces espèces de grosses galettes rondes de toutes les couleurs. C'est quoi les grandes étapes de la production des semi-conducteurs, et avec peut-être un lien intéressant sur le côté énergétique, parce que ce soit en eau ou en électricité, c'est aussi extrêmement gourmand. Donc, Oui, alors c'est vrai que donc on parle de ce matériau de base, hein, le semi-conducteur, donc principalement le silicium. Et le silicium, en fait, c'est un matériau qu'on trouve assez facilement sur la Terre. Hein. On le trouve dans le sable, hein, donc on n'a pas de gros problème d'approvisionnement. Même si pour passer de sable à un wafer, donc une tranche de silicium, il y a quand même des étapes importantes à faire. Mais l'idée, c'est effectivement de partir sur ce qu'on appelle un cristal, c'est un monocristal, mais assez important, hein, de silicium. Et on va découper des tranches dans ce cristal avec des diamètres différents. D'accord. Donc on a cette galette, cette tranche, ce wafer en fait. Et généralement on utilise des pouces, hein, de 6 pouces, 8 pouces, 12 pouces. Donc ça c'est le diamètre en fait de cette tranche. C'est comme les tailles des pizzas là ici. Voilà, c'est exactement. 6, 12. C'est exactement ça. Bonne référence. Évidemment, plus c'est grand, plus le processus industriel va être facile parce que c'est des processus extrêmement collectifs. Donc si on arrive à sur une plus grande surface, imprimer le circuit imprimer entre guillemets, c'est-à-dire faire la gravure, on va aller plus vite et on va densifier encore plus la production en fait des puces. Donc plus la galette est grande, plus on peut mettre de puces dessus tout simplement. Donc c'est une grande galette qu'après on va couper en morceaux pour faire des puces. Donc cette galette, à la base, elle est neutre, hein, c'est juste du silicium et justement on va faire ce qu'on appelle la photolithographie. Donc c'est une gravure en fait à base de lumière très très fine et donc on va imprimer en fait ces fameux circuits intégrés, ces fameux transistors sur cette galette, avec un processus très compliqué, très fin évidemment, mais très collectif. D'accord. Donc c'est essayer de passer un minimum de temps en production sur un maximum de surface pour maximiser en fait le nombre de pièces qui vont se trouver dessus. Donc sur un wafer, on va avoir beaucoup de pièces. Alors après ça dépend de la taille de la puce. Et ces puces-là, évidemment, donc c'est ce qu'on appelle. Alors, ce processus, on l'appelle fonderie par défaut. Alors, c'est un peu bizarre, hein, fonderie. Il y a pas vraiment, on n'imagine pas les fonderies, les aciéries ou des choses comme ça. Mais ça reste de la métallurgie quand même, hein, parce que c'est quand même du silicium. Donc, c'est une sorte d'analogie à ces aspects-là. Mais on parle de gens qui savent faire cette fonderie, qui est en fait de la photolithographie, c'est-à-dire de la gravure sur silicium. Et en fait, c'est l'étape aval la plus importante dans le processus de fabrication. Et c'est là où on a des gros joueurs comme TSMC, dont tu as mentionné, qui est taïwanais, qui est vraiment spécialisé dans cet aspect-là. Alors, on a une autre façon on dit aussi front-end hein, dans le jargon du semi-conducteur, c'est-à-dire la première partie, front-end, et on verra après le back-end en fait. Donc c'est la première grande partie, c'est faire cette gravure sur wafer. Et c'est là où il y a énormément d'enjeux, effectivement, de savoir-faire, de spécialisation. Mais c'est la première grande étape. Donc quand on entend la Chine qui a du mal à rattraper Taïwan, par exemple, c'est essentiellement dans le front-end. Ça se joue, quoi. D'accord. Okay. Parce que là, c'est là où on a les plus gros enjeux de nano-électronique. Hein, donc travailler sur du nanométrique, des choses extrêmement petites, avec des équipements qui sont inversement de plus en plus grands, de plus en plus compliqués, de plus en plus puissants pour justement atteindre cette finesse de gravure. C'est la fameuse distance entre les transistors qui permet, donc, comme on l'expliquait au début, d'en avoir plus dans une surface réduite. Exactement. Okay. Ouais. Et c'est là on parle de nœuds, de nodes. Alors là, on parle de nanomètres. Hein, on entend parler du
du 5 nanomètres, qui est un peu l'état de l'art par exemple de TSMC en ce moment, et mondial du coup, parce que ce sont les leaders. Donc quand on parle de 5 nanomètres, c'est en fait la finesse de la gravure. D'accord. Pour résumer, hein, comme pour simplifier. Trait de gravure. Voilà, un trait de gravure. Okay. Ouais. Enfin, pour simplifier, c'est ça. On est sur des choses un peu abstraites. Mais... Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une galette la plus grande possible, donc 12 pouces, c'est l'état de l'art en ce moment, et d'avoir une finesse de gravure la plus faible possible pour densifier. D'accord. Donc la plus faible en ce moment, c'est le 5 nanomètres en volume, en masse production. Sauf qu'il n'y a plus que 2 acteurs dans le monde qui peuvent faire ça, c'est Samsung et TSMC. Donc Samsung en Corée et TSMC à Taïwan. Mais au-delà de ça, donc ça c'est l'état de l'art, ce qui permet d'arriver sur les très très grands niveaux de performance. Donc c'est ce qui est utilisé pour la 5G, pour les dernières générations d'appareils. Mais il y a tout un tissu industriel mondial qui continue à travailler sur d'autres nœuds, donc d'autres finesses de gravure plus élevées, hein, du 14 nanomètres, du 28 nanomètres, voire même au-delà, et des tailles de wafer différentes. Donc c'est pas forcément du 12 pouces, ça peut être du 8 pouces typiquement. Donc en fait, il y a encore énormément d'usines, ce qui est en fait les usines plus matures, d'ancienne génération, mais qui continuent en fait à tourner et à alimenter justement d'autres besoins qui vont pas forcément nécessiter ce niveau de gravure ou ce niveau de rendement ou de densité sur les wafers. Donc le front-end, c'est vraiment le cœur des enjeux, hein, technologiques, géopolitiques aussi, et surtout on arrive un peu en butée de cette fameuse loi de Moore, c'est-à-dire que finalement il y a presque plus d'acteurs qui sont capables de la suivre et d'arriver à ce niveau de finesse. On parle de seulement deux acteurs qui arrivent. On va parler un peu après de l'organisation de l'industrie et des quelques acteurs clés. Voilà. Mais le front-end, c'est ça. D'accord. Et le front-end, c'est important, mais on oublie aussi qu'il y a du back-end, justement. Donc, ce qui va se passer en aval, c'est-à-dire que ces puces-là, donc ces wafers-là, pardon, donc ils sont imprimés sur ces wafers. On va effectivement les découper, on va faire un certain nombre d'actions dessus, et ensuite on va les mettre en boîtier. C'est pour ça que quand on achète un composant ou si on a la possibilité d'ouvrir un PC, on va voir ces petits boîtiers de couleur noire généralement. Ce qu'on appelle le packaging, c'est ça ? Ça s'appelle le packaging et le test. Donc ce qu'on appelle le back-end, l'assemblage. En packaging, c'est un peu, voilà, comment le traduire justement. C'est pas. Alors dans le jargon, on parle de packing pour l'aspect mettre dans des cartons en fait. Et packaging, c'est vraiment la mise en boîtier, c'est-à-dire finalement protéger cette puce de silicium qui est assez fragile pour mettre une protection mécanique, thermique, et aussi faire la connexion électrique parce qu'il faut bien sortir évidemment sortir et entrer les courants électriques au niveau de cette puce. Et donc il y a des pads, enfin des contacts électriques qui sont mis. Est-ce qu'il n'y a pas un effet bottleneck sur les sorties justement quand on a tellement de transistors dans un petit espace, mais après c'est tout l'enjeu. Les fils qui viennent se connecter. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu effectivement. C'est comment sortir de quelque chose qui est nanométrique à quelque chose qui est plus millimétrique derrière. Et c'est tout l'enjeu de la distribution des entrées-sorties électriques. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une pression sur l'électronique classique pour pouvoir aussi travailler sur une miniaturisation de ces contacts électriques au niveau des cartes mères, des choses comme ça. Donc il y a tout un effet aval qui est important pour pouvoir justement faire ça, intégrer ça. Tu m'as parlé aussi des puces qui commençaient à être imprimées. Est-ce que c'est lié à ça ou non, pas du tout? Alors, pas dans ce sens-là. Mais il y a une autre tendance qui est intéressante, c'est empiler les puces aussi. C'est-à-dire que finalement, dans un boîtier, pourquoi en mettre qu'une seule puce ? On peut finalement essayer d'en mettre plusieurs et travailler sur des interconnexions entre puces, donc au niveau nanométrique à ce moment-là, donc vraiment très très fin. Donc c'est une tendance, on parle d'intégration en 3 dimensions. C'est une tendance assez lourde qui nécessite aussi beaucoup d'investissements et des technologies importantes. Et il y a tout un enjeu aussi de travailler sur cet aspect-là. Donc plutôt que de faire une maison à un étage, pourquoi pas faire un gratte-ciel, quoi. Exactement. C'est assez marrant parce que d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le semi-conducteur, on n'arrêtait pas de me parler de real estate. Et je me disais, mais pourquoi on parle de real estate ? Et en fait, c'est dans le jargon du semi-conducteur, on parle de real estate au niveau du wafer. C'est-à-dire comment justement travailler sur maximiser le real estate, l'empreinte en fait de ces circuits-là au niveau d'un wafer. C'est comme si on gérait en fait
l'espace en fait. Et dernièrement, je peux pas rigoler là, on sent les blagues du semi-conducteur. Exactement. Et dernièrement, on a vu finalement cette dimension de dire, au lieu de mettre un seul étage, finalement, ça peut s'aligner, quoi, un seul étage au niveau de l'espace qui nous est imposé, pourquoi pas essayer d'empiler, quoi. Donc c'est ces fameuses intégrations en 3 dimensions, alors qui sont assez récentes dans l'histoire du semi-conducteur, mais qui permettent d'aller au-delà, finalement, d'aller dans une autre dimension derrière, et de pouvoir faire des connexions fines directement entre puces. Donc le back-end a aussi des challenges intéressants d'un point de vue technologique. Et il y a aussi beaucoup d'innovation et beaucoup d'activités aussi de ce côté-là. Et on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup du front-end, on parle beaucoup d'acteurs comme TSMC ou Samsung. On oublie qu'il y a aussi d'autres acteurs qui travaillent en aval de cette filière de production. Et on va retrouver les Taïwanais, parce que les Taïwanais sont aussi leaders dans le back-end. D'accord. Okay. On oublie qu'il y a une société qui s'appelle ASE à Taïwan, alors, très peu connue du coup du grand public, mais qui est en fait le leader mondial du back-end. Donc c'est pour ça qu'à Taïwan, on parle de cet écosystème particulier où on a à la fois le leader mondial du front-end et le leader mondial du back-end. D'accord. Sachant que Taïwan est devenu leader mondial assez récemment, je crois. Là. À la base, ils ont appris des États-Unis. Le Japon a dominé aussi un moment. Oui. Et là, depuis ces dernières années, Taïwan est passé numéro 1, c'est ça? Taïwan est numéro 1. Oui, dans l'histoire du semi-conducteur, c'est assez récent, mais c'est pas nouveau. C'est vrai que là, on a avec le Covid-19, on a quand même et puis les problèmes géopolitiques, on en parlera peut-être après. On a en fait un coup de projecteur important sur Taïwan. Mais c'est pas soudain en fait. TSMC a construit en fait sa capacité industrielle de façon régulière depuis sa création dans les années 70 à Taïwan, et a commencé à prendre des parts de marché prédominantes rapidement. Donc même à partir des années 2000, ils étaient déjà extrêmement leaders en fait dans le marché. Et c'est vrai que là, ils sont maintenant dans cette course à la loi de Moore, dans une situation où c'est pratiquement les seuls à pouvoir la suivre. Donc ils sont vraiment leaders mondial depuis peu de temps. Mais ils étaient déjà très actifs et déjà avaient des parts de marché prépondérantes depuis plusieurs années. C'est pas immédiat cet aspect-là. Avec une stratégie qui était plutôt OEM à la base. Alors, on parle de fabless, c'est ça, et de. Alors c'est vrai que là on vient de décrire donc rapidement les 2 grandes étapes de fabrication, front-end, back-end, et on a parlé de ces acteurs-là qui sont en fait des sous-traitants. C'est-à-dire que ce soit un TSMC ou un ASE dans le back-end, on a des acteurs qui ne font pas de conception de puces. D'accord, donc en fait, ils ont besoin d'une puce conçue, et eux vont s'assurer de la production, qui est un enjeu important, évidemment, au meilleur coût, avec les meilleurs rendements, et il faut sortir le produit avec la bonne qualité. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui conçoivent les puces, qui les designent en fait. Et on a plusieurs modèles. Alors on parle pas ODM ou IEM dans le semi-conducteur, c'est plutôt réservé à l'électronique classique. On a un autre jargon dans le semi-conducteur. Historiquement, on a ce qu'on appelle les IDM, qui sont en fait des fabricants de puces intégrées, Integrated Device Manufacturer, qui font, alors un exemple français européen, c'est ST Microelectronics à la base, qui à la base décide de faire en propre, donc chez lui, à la fois la conception de puces et la fabrication. Donc il doit se doter d'équipes R&D, de développement de puces, de fonderies, de front-end, et aussi d'usines qui vont faire le back-end. C'est-à-dire qu'ils ont l'ensemble de la chaîne de conception et de fabrication. La conception, c'est le design, ARM ou ARM, on dit. Alors ça, c'est encore différent. Non, je mélange tout. Okay. Ça, on en parlera. C'est un cas particulier, ARM, effectivement. J'essaie de poser des questions intelligentes, mais c'est difficile dans ce domaine. ARM, c'est vraiment spécial. Mais juste pour finir là-dessus, donc on a historiquement ces IDM. Intel en a un autre. Donc les 3 gros acteurs, par contre. Si on dit Intel, Samsung et TSMC, à la base, 3 leaders du. À la base, ils sont IDM, donc ils sont intégrés. Et c'est un modèle qui a été fortement remis en question justement par l'émergence de ce qu'on appelle pure play foundry, comme TSMC, donc des gens qui n'offrent qu'un service entre guillemets, n'offrent qu'un service de fabrication. Et c'est un service en fait où on dit il y a un acteur, un donneur d'ordre qui lui va faire la conception de puces et il va déléguer en fait la fabrication, à un autre acteur. D'accord. Alors exemple Broadcom, Qualcomm aux États-Unis, qui font énormément de micros au niveau des smartphones par exemple.
Donc c'est comme Texas Instruments qui est... Texas Instruments, à la base, c'est un IDM qui a forcément évolué. Mais les exemples actuels qui sont partis en disant je vais pas investir au niveau de ma société dans un outil de production, d'où le fabless, ok. Nvidia est un meilleur exemple, c'est ça? Nvidia est un exemple aussi, ouais. Et donc on peut connaître du grand public. Voilà. Nvidia est D'ailleurs, on parlait de Nvidia, il me semble, il y a 10 ou 15 ans, moi, quand j'ai acheté mes premiers PC, en assemblant tout seul et tout, il me semble que Nvidia semblait de plus en plus venir concurrencer Intel. Ouais. Mais là, je vois les chiffres que maintenant Nvidia ne représente que à peine 10% de ce que fait Intel. Nvidia est sur un autre segment à la base. Intel est sur le microprocesseur, donc vraiment le moteur le propre. Nvidia est à la base sur la carte graphique. La carte graphique, d'accord. Donc c'est pas forcément comparable. Okay. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même des gens comme Nvidia, Broadcom, Qualcomm ont cassé un petit peu ce paradigme-là en disant il faut tout faire en interne. Ouais. Et finalement, grâce aussi en trouvant de l'autre côté, c'est-à-dire côté fonderie, côté TSMC ou autre, justement les savoir-faire et la bonne combinaison pour pouvoir arriver à développer des produits rapidement, de forte performance, de forte qualité, avec le coût qui va bien. Mais on pourrait penser que le côté design est là où il y a le plus de valeur ajoutée, mais là on est sur un cas de figure où le fabricant dans le semi-conducteur a réussi à prendre l'avantage quelque part. Ce qui est une particularité du semi-conducteur, c'est qu'il y a que les techniques de fabrication sont tellement pointues en fait, nécessitent beaucoup d'investissement. On parle de capex extrêmement important au niveau du front-end ou du back-end, que finalement, si on veut vraiment être à la pointe sur à la fois les techniques de conception, de design et de fabrication, ça nécessiterait des investissements qui sont finalement peut-être trop importants. Et, enfin, c'est le constat qu'a fait des gens aux États-Unis essentiellement, chez ces fabless, qui ont dit finalement on va essayer de se concentrer sur un savoir-faire particulier qui va être la conception de puces, et on va pousser en fait notre chaîne de sous-traitance pour aussi être au top. Et eux vont investir dans leur propre usine pour arriver à ces fameux nœuds de 5 nanomètres et à ces tranches de 12 pouces, typiquement. Donc c'est cette dichotomie là qui est assez intéressante et assez particulière au semi-conducteur. Ouais, effectivement. Et effectivement, il y a eu des grands débats au démarrage, disant ça marchera jamais, etc. Et l'histoire montre que ça marche, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe en ce moment, les fameux IDM ont tendance à sous-traiter une partie de leur production. Donc, quand on parle des ST Micro historiquement comme un IDM, donc complètement ST Micro, donc qui est une entreprise européenne, franco-italienne, européenne, au CAC 40, voilà. C'est ça. Donc, et qui est un peu vu depuis la France, c'est un peu notre entreprise principale du secteur, voilà, notre champion. C'est notre champion français et ils sont dans le top 3 européen. Il y a 3 grands acteurs en Europe. Mais d'un point de vue mondial, l'Europe, quand on regarde j'ai une carte du monde un peu, c'est les États-Unis et l'Asie. Et l'Europe, notre champion, l'échelle mondiale n'est qu'un acteur parmi d'autres dans les petits. Parce que finalement, ce modèle IDM a trouvé ses limites. Alors, ST a changé de stratégie au cours de sa vie, évidemment, justement. Donc, a ouvert la sous-traitance. C'est pour ça qu'on parle de Fab Light dans le jargon. Donc, c'est pas forcément, c'est ni fabless ni IDM, c'est entre les deux, justement. Donc, ST Micro sous-traite aussi. Donc, il fait pas tout en interne. Et qu'est-ce que fait ST, quoi, vu que c'est une boîte française, on peut s'arrêter une seconde sur le sujet. C'est quoi les spécificités? Enfin, en termes, ils font des puces pour l'iPhone, par exemple? Alors, ils font beaucoup, oui, ils ont aussi des grands donneurs d'ordre. On va retrouver beaucoup de puces ST Micro dans les smartphones, typiquement, mais pas forcément au niveau du moteur. D'accord. Donc eux, ils vont travailler sur plein d'autres choses. Donc la radiofréquence, la reconnaissance faciale, non? J'ai entendu ils vont travailler sur tout ce qui va être imageur, photonique, par exemple. Ils vont travailler sur tout ce qu'on appelle, alors c'est une catégorie, alors c'est un jargon, on parle de MEMS, mais c'est tous les capteurs en fait qui permettent de se géolocaliser. Donc il y a le GPS ou le GNSS d'une part, mais il n'y a pas que ça. Il y a des capteurs, gyroscope, accéléromètre, ce genre de choses. Ce qu'on appelle les IMU, donc tout ce qui est mesure inertielle en fait, qui permet de prendre un signal satellitaire, de se retrouver sur une carte, et puis ensuite de pouvoir marcher ou avancer avec un vélo, avec une voiture, et de pouvoir suivre en fait une trajectoire. Donc là il y a un certain nombre de capteurs qu'on voit pas, mais qui sont extrêmement importants. Et qui sont les Européens historiquement. ST Micro est un leader effectivement dans ces capteurs. En fait, ce sont des capteurs qui vont mesurer une accélération, ils vont mesurer un changement de rotation, qui vont mesurer le pôle Nord tout simplement. Il y a un compas en fait, une boussole en fait dedans.
Et on a donc beaucoup de chips, de composants qui viennent en fait de STMicro typiquement là-dessus. D'accord. Plus la radiofréquence, plus d'autres chips, mais pas forcément dans le cœur, dans l'engine. Parce que ça fait un peu la transition avec ce que veut faire l'Union européenne, où voilà, on se rend compte d'un certain retard et d'une dépendance envers d'autres pays. Donc il y a des actions pour essayer de rattraper ce retard. Alors, est-ce que c'est possible, parce qu'on est sur une industrie tellement de pointe, bah oui, avec un retard que j'imagine qui doit être conséquent. Donc c'est vrai qu'on a comme on l'a dit, des acteurs en Asie, donc Corée et Taïwan, qui sont au top au niveau fabrication de puces. C'est vrai que le Covid-19, alors ça s'est amorcé un petit peu même avant, parce que on a eu cette guerre un petit peu géopolitique là, qui s'est mise en place entre les États-Unis et la Chine, qui en fait a commencé donc en 2019 typiquement, donc avant le Covid, et qui a commencé à mettre en avant, d'un point de vue médiatique en tout cas, ces problématiques de souveraineté. C'est-à-dire, finalement, il y a une concentration presque monopolitique de la technologie et des savoir-faire sur quelques acteurs, essentiellement en Asie. Donc les Américains ont commencé à dire est-ce que c'est normal, est-ce qu'on prend pas un risque par rapport à ça? Et c'est vrai qu'avec le Covid-19, on a eu un certain nombre de révélateurs et une prise de conscience, on va dire politique pour l'instant. Et ce qu'on a pour l'instant au niveau de l'Europe, c'est... Pourquoi avec le Covid? Quel est le lien Alors le Covid a eu deux impacts intéressants. Le premier impact, c'est que pendant le Covid, le semi-conducteur a carburé de folie. Donc en fait, il y a eu... une surdemande donc l'industrie semi-conducteur a plutôt augmenté pendant la crise, pendant la pandémie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une demande énormément d'appareils électroniques, tout simplement, liés à la pandémie, travailler à la maison, étudier à la maison, investir dans ces appareils-là. Il y a eu l'arrivée de la 5G, qui est arrivée aussi à ce moment-là. Alors c'est une coïncidence, mais la 5G est arrivée à ce moment-là, donc il a fallu... que toute la filière semi-conducteur, en fait, même pendant cette période pandémique, sorte un maximum de pièces pour pouvoir avancer. Au détriment d'ailleurs d'autres secteurs industriels qui étaient plutôt à l'arrêt, comme l'automobile, qui lui a et c'est là que le redémarrage est difficile. Et c'est là qu'on a eu ce stop and go, donc un arrêt à un moment de la demande du semi-conducteur pour l'automobile, et puis un redémarrage. Et alors que dans le semi-conducteur pour les appareils électroniques, au contraire, ça s'est accéléré pendant le Covid. D'où cet aspect révélateur du Covid en fait sur ce qui se passe. Et donc ce qui est intéressant, c'est cette prise de conscience. Et alors pour l'instant, ce qu'on a en Europe, c'est une volonté politique, c'est-à-dire qu'on a un discours au niveau de la Commission européenne et une annonce qui dit on a la volonté au niveau de l'Europe de regagner de la souveraineté dans le semi-conducteur, et une annonce d'une usine de fabrication à l'état de l'art, donc il parle de 2-3 nanomètres à l'échelle de 2-3 ans pour un investissement de 30 milliards d'euros, pardon, quelque part en Europe. Le montant est suffisant par rapport à l'ambition? Alors, si on compare avec ce qu'a annoncé TSMC par rapport aux États-Unis, donc un coup avant, 2019, pendant ces problématiques américaines et chinoises, TSMC a fait une annonce d'un investissement de 13 milliards, donc la moitié à peu près, de ce qu'annonçaient les Européens, sur une nouvelle usine 5 nanomètres en Arizona. D'accord, donc on peut comparer un petit peu du coup l'annonce plutôt américaine, enfin l'incitation on va dire des Américains à TSMC de mettre une usine 5 nanomètres à 13 milliards, et les Européens qui disent c'est à peu près le double, 30 milliards. Mais en le faisant tout seul ou en... Alors justement, pour l'instant on est au niveau de l'annonce politique. D'accord, et tout le monde attend en fait les détails. Donc l'industrie vraiment est perplexe. Si on regarde un petit peu les réactions... Donc c'est intéressant, on a une annonce politique, on a une prise de conscience politique, on a la volonté de faire des choses, mais on attend le concret. Donc, avec la France qui est bien placée dans ce processus. La France est... Est-ce qu'il y a un pays qui prend le lead un peu? Alors la France est bien placée, mais il y a de la concurrence évidemment en Europe. On a les Allemands qui ont aussi beaucoup d'activités dans le semi-conducteur. On a en Europe du Nord aussi les Pays-Bas
et la Belgique. Alors, aux Pays-Bas, on a un acteur important qui s'appelle ASML, qui fait ces fameux équipements pour faire cette photolithographie, cette gravure fine, qui est le leader mondial et qui est le seul en fait à pouvoir sortir ces équipements de production qui vont se retrouver chez TSMC ou chez Samsung. Donc on a la chance quand même d'avoir en Europe un leader important au niveau de l'équipement de production et personne n'arrive à faire la même chose qu'eux. Donc c'est un atout pour l'Europe, clairement. Mais on voit bien que voilà, c'est réparti un petit peu au niveau de l'Europe. C'est pas que la France ou que les Pays-Bas ou l'Allemagne. Donc il y a une question évidemment de positionnement géographique qui va être intéressante à regarder. Et surtout, c'est faire une usine. Oui, c'est très bien, mais il faut la remplir après l'usine. Et où vont être les donneurs d'ordre? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette usine? Et tout ça, c'est une feuille blanche pour l'instant. Donc la Commission européenne nous donne rendez-vous au prochain trimestre, au troisième trimestre, avec plus de précision là-dessus. Malgré tout, et c'est aussi mon avis, il y a beaucoup de scepticisme sur l'intérêt de faire ça. Parce que 30 milliards pour faire une usine, bon, très bien. Mais si on veut vraiment essayer de rattraper le retard, c'est pas juste mettre une usine, en fait. Ce serait bien aller au-delà, en fait. Il faudra investir sur plusieurs années, peut-être avoir un plan pluriannuel d'investissement qui irait à niveau de 50 milliards tous les ans, par exemple, pour essayer d'arriver sur, je sais pas, 5-6 ans, par exemple, pour arriver à y arriver. Et ça, c'est très compliqué et c'est pratiquement impossible à imaginer au niveau de l'Europe. Parce qu'en comparaison, l'annonce de 100 milliards de TSMC récente, elle est sur quel sujet? Donc c'est un investissement propre, donc au niveau pas d'un État mais d'une entreprise. D'accord. Et on voit bien la différence d'échelle. C'est-à-dire que pour cette année, ils ont annoncé 25-28 milliards d'investissements sur 2021. Donc juste au niveau de TSMC avec leur parc d'usine, et ils ont dit on va investir 100 milliards effectivement sur les 3 ans à venir en tout. Et on voit bien les différences d'échelle effectivement qu'il faut pour à la fois un TSMC justement continuer sur sa loi de Moore. Donc c'est ce niveau d'investissement au niveau d'une entreprise pour y arriver, et l'Europe qui annonce 30 milliards pour essayer de rattraper un certain retard, mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes courses, quoi. Parce donc la loi de Moore existe encore ou Alors ça c'est un grand débat, c'est un débat philosophique même, je dirais. Pourtant c'est concret, non, on y arrive pas. On y arrive toujours. TSMC y arrive toujours. Samsung y arrive toujours. Donc on a deux qui continuent à penser qu'ils y arrivent. Voilà. Après, il y a plein de gens qui disent peut-être qu'ils vont y arriver, peut-être qu'ils vont pas y arriver. Donc, ça sert à rien de continuer à travailler sur cette loi de Moore. On va travailler sur le more than more. Donc, c'est le jeu de mots, en anglais. Ça va être de trouver d'autres choses. Et ces fameuses voies d'empiler des puces, de faire des choses hétérogènes, travailler sur des nouveaux matériaux, typiquement. Pas forcément que du silicium, mais travailler sur d'autres matériaux. Enfin, continuer à innover, mais pas forcément uniquement dans la loi de Moore et sa trajectoire. Il y a d'autres trajectoires possibles et c'est vraiment ces trajectoires-là qui sont intéressantes à explorer. Et donc il y a vraiment deux camps. Il y a le camp qui disent non mais la loi de Moore c'est bon, il va continuer, on va toujours réussir parce que le silicium c'est vraiment le matériau magique. On va toujours y arriver à coup d'investissement massif, à coup de savoir-faire. Et puis il y en a d'autres qui disent bah non il faut trouver d'autres trajectoires parce que ça s'épuise. Donc c'est vrai qu'on voit un essoufflement. Soit c'est impossible, soit c'est même trop cher, parce qu'il faut que ça vaille le coup. Puis on voit cet entonnoir. Il y en a plus que 2 qui arrivent dans le monde. Avec une seule entreprise ASML en Europe qui est capable de faire l'équipement pour faire ça. Donc on voit bien que ça devient critique quelque part. On arrive un peu à un point un bottleneck de cette loi. Donc l'enjeu il est là et alors voilà, on a vraiment deux camps très 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 tranchés. On va avoir des gens qui vont dire non mais c'est bon, elle est morte. La loi de Moore est morte, sauf qu'on entend ça à peu près tous les ans. Et puis on a elle ressuscite régulièrement, parce qu'on a encore cette capacité d'investissement massif d'un TSMC ou d'un Samsung, tout simplement, qui continue à injecter des milliards, des centaines de milliards d'euros, ce qui est de dollars, enfin peu importe, en propre sur leur outil de production, ce qui est très c'est extraordinaire. Et la Chine à côté de ça, donc la Chine fait des investissements assez massifs. Alors, la Chine bénéficie. On a parlé un peu des relations avec les États-Unis. On a eu l'exemple Huawei qui était assez intéressant, qui montre quand même si on coupe le robinet des microprocesseurs étrangers, enfin taïwanais ou étrangers pour la Chine, ça peut avoir des conséquences très graves. Mais donc ils veulent rattraper leur retard et ils font des investissements massifs. Voilà, donc la Chine a bien compris l'intérêt du semi-conducteur, l'intérêt stratégique, et a compris qu'il a été en retard. Donc elle a commencé à injecter énormément d'argent et à dire il faut qu'on rattrape le retard. Donc elle a commencé par investir beaucoup d'argent dans la conception de puces. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence
de design house, donc de fabless en Chine importantes, qui sont capables de faire de concevoir ces puces, de faire le design des puces. Donc ça, c'était un premier mouvement qui a commencé à rattraper un peu le retard en Chine et de faire émerger ces Huawei et puis c'est HiSilicon, donc c'est la branche fabless qui fait des puces pour Huawei, et avec un niveau de savoir-faire vraiment important et des prises de marché intéressantes sur le marché domestique. Le marché chinois est tellement important que effectivement il y a la place pour faire émerger une filière de conception de puces chinoise, d'abord pour le marché chinois et puis évidemment après pour le reste du monde, avec des donneurs d'ordre, des intégrateurs, les Huawei, les Mi, enfin toutes ces marques chinoises qui sont de plus en plus importantes derrière. Donc ça c'était le premier niveau. Ensuite le gouvernement chinois, enfin l'administration chinoise a compris qu'il y avait un autre problème, c'était la fabrication, et donc a commencé à injecter énormément d'argent à la fois sur le back-end et sur le front-end. Alors les niveaux d'investissement dans le back-end sont beaucoup plus faibles que dans le front-end, donc ils ont vraiment eu la possibilité de créer des usines ou d'améliorer des usines pour justement avoir des capacités en back-end suffisantes et à l'état de l'art, on va dire, sur la Chine. Reste le problème du front-end, comme on l'a dit, qui est vraiment le point crucial et le point le plus difficile, techniquement parlant, et d'un point de vue technologique. Ouais. Et c'est là où l'argent ne manque pas en Chine, clairement. Les cerveaux, ils en trouvent. Donc il y a une fuite de cerveau, typiquement. Ouais, on parle même d'espionnage et de chasser transfert les talents de Taïwan, exactement. Donc ils arrivent à trouver les talents. Il va y avoir une guerre secrète. Enfin, Taïwan doit se défendre, j'imagine. Enfin, ça doit être assez. Oui. Alors en termes de cybersécurité, c'est sûr. Mais bon, après, éviter les gens de partir en Chine, c'est pas facile. Si les salaires sont doublés, triplés, quadruplés. Oui, pareil. Quand on parle de package monstrueux. On peut refuser. Quoi. Voilà. Donc ça c'est difficile après à contrôler, mais c'est vrai et c'est pas nouveau non plus, le transfert des cerveaux taïwanais vers la Chine, ça existe depuis plusieurs années. Okay. Mais il reste quand même un problème fondamental en Chine qui est finalement ce savoir-faire particulier, c'est-à-dire faire de la production grande échelle, ultra fine sur des grands wafers. Et ça, malgré tout, c'est compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Et l'autre problématique qui est extrêmement importante que les gens oublient, dans les analyses, c'est qu'il faut des machines de production pour faire ça. Et c'est ce qu'a bien compris l'administration Trump en 2019, parce qu'en fait, la première barrière qu'il a mis, c'est ça. C'est parce qu'il y a énormément d'équipementiers de production qui sont américains. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, du moment qu'une puce est fabriquée avec un des équipements américains, donc savoir-faire américain, je veux interdire ça. Je veux interdire l'entrée sur le territoire chinois, en fait. Et donc, en s'attaquant principalement sur l'équipement, en fait, il bloque la filière. D'accord. C'est ça l'idée des Américains quelque part. Et les Chinois ont effectivement un déficit important ils n'ont pas d'équipementier à la hauteur des Américains, des Japonais ou des Européens. Et donc du coup, en bloquant cet accès en fait comme le disait l'administration Trump, la technologie américaine, mais au niveau de ses outils de production, elle bloque en fait toute la filière. Et là, on a vraiment un retard extrêmement important côté chinois. Ce qui fait que les usines chinoises sont toujours obligées d'aller chercher des équipements à l'étranger. Et si effectivement une administration, un pays bloque, comme les Américains, elles n'ont pas de plan B en fait. Il y a pas de possibilité de faire ça. Et ça, c'est les savoir-faire pour intégrer ces usines de production, ces outils de production, ces équipements de production sont aussi des vrais savoir-faire industriels qui est difficilement copiable. C'est pas avec certains ratages qu'il y a pu y avoir en Chine. Enfin, il y a dans les essais, il y a eu Wuhan qui est maintenant tristement célèbre dans le monde entier pour d'autres raisons. Avec HSMC. On peut trouver des articles dans la presse sur il y a un plan très ambitieux d'usine, mais qui finalement n'arrive pas à produire et n'arrive pas à se remplir de puces. Donc c'est ça la problématique. C'est pour ça que quand on a une annonce politique en Europe, on dit on va faire une usine. Oui, mais il va bien falloir mettre des équipements, il va bien falloir mettre de la production, c'est-à-dire des pièces à fabriquer. Et on voit bien que finalement le plan chinois, très ambitieux, avec énormément d'argent, n'arrive pas à rattraper ce retard pour toutes ces raisons-là. Alors c'est amplifié encore une fois par la guerre économique Chine-USA, et puis aussi le Covid quelque part.
Donc le positionnement de la Chine est quand même loin derrière. Hein. Ils arrivent. Alors on parlait de cette fameuse finesse de gravure. Hein. On a du 14 nanomètres. Alors c'est dur peut-être à imaginer. Hein. La différence entre un 14 et un 5 nanomètres, c'est peut-être effectivement, c'est un peu difficile à imaginer, mais c'est énorme en termes de fossé technologique. C'est vraiment très très challenging de passer à ces différents niveaux alors 14, ils vont arriver à 10 en Chine. Mais voilà, l'effort pour passer de 10 à 5, même Intel, qui est un acteur important, a pratiquement jeté l'éponge en 2019 en disant qu'ils n'y arrivaient pas, quoi. Et Samsung, c'est un gros acteur, mais t'en parles assez peu. Ils ont un rôle quand même qui est stratégique d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, alors c'est le second qui arrive à faire cette fameuse gravure à 5 nanomètres en production. Mais Samsung a un problème quelque part, c'est qu'il fait aussi des puces pour lui. Ce n'est pas un pure play foundry. C'est-à-dire que finalement, il est à la fois concurrent d'un Apple, typiquement. Parce que je crois que 50% des puces de TSMC vont chez Apple. L'intérêt de TSMC... C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Et TSMC est neutre. C'est ça l'intérêt d'être neutre. C'est-à-dire finalement, j'ai pas de marque. Okay, je ne conçois pas de puces pour moi, avec ma propre marque. Je ne vends que du service de production à des donneurs d'ordre qui sont les bienvenus. Le problème de Samsung, il est un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire que est-ce que Samsung peut être fournisseur d'Apple ? C'est ça la question, quoi. C'est compliqué. Ils sont des fois concurrents, des fois clients-fournisseurs. Voilà. Donc ça met des relations, ça met des barrières dans des relations commerciales compliquées. Donc Samsung a ce positionnement hybride, justement, Fab Lite, et a du mal à se positionner en disant, bah voilà, moi je suis neutre quelque part. Comme peut l'être un TSMC qui finalement prend une commande et livre et n'est jamais en concurrence avec un Apple, avec un Samsung, avec un Qualcomm ou un Broadcom. Il est juste fournisseur. C'est ça l'intérêt. Et tout à l'heure, tu parlais d'ARM, qui lui propose en fait des blocs d'architecture au niveau de la conception. Et la force d'ARM, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un acteur neutre. C'est-à-dire qu'il vend des plans en fait, pour faire simple, des plans de conception. D'accord. Ce qu'on appelle les IP par abus de langage dans le jargon. Donc protection intellectuelle, hein, mais un IP c'est en fait quelque chose qui est breveté, qui est contrôlé, mais qui est un bout de conception de la puce. Et en fait, ça se vend sous forme de licences et de royalties en fait. Donc il y a des catalogues en fait d'IP, des catalogues de plans qui existent. Et ARM est un fournisseur de ces plans-là. D'accord. Et extrêmement populaire parce qu'il est neutre, justement. Ils font le design, mais pas pour eux-mêmes. Pas pour eux-mêmes. Donc, ils conçoivent des blocs élémentaires importants, de haute performance, qui vont ensuite revendre sous forme de royalties. Donc, moi, je m'appelle Apple. Ce bout de plan m'intéresse, je l'achète et je dois reverser un royalties à chaque fois que ce bout de plan est utilisé dans ma puce, typiquement. Et c'est une des forces d'ARM, d'être aussi complètement neutre. C'est finalement, ils ont pas de produit en propre. C'est pour ça que ARM est extrêmement populaire et on va le retrouver parce qu'ils ont la bonne technologie, hein, bien sûr, ils ont les bons produits, les bons plans, mais les bons IP, mais surtout parce qu'ils sont neutres. Et l'annonce du rachat potentiel par Nvidia casse ce modèle-là. C'est le gros enjeu parce que Nvidia a dit qu'il voulait racheter ARM. Or Nvidia, c'est comme Samsung. Il y a un certain temps déjà, donc c'est une affaire qui traîne, c'est ça ? Ça traîne et ça va traîner parce que justement ça bloque. Ça doit râler un peu derrière. Voilà. Parce que c'est comme Samsung, du coup Nvidia est à la fois concurrent, fournisseur. Donc les concurrents d'Nvidia sont pas du tout d'accord. Voilà. Donc c'est cet aspect un peu neutralité qui fait la force de TSMC. On va le retrouver aussi pour des gens comme ARM. Et c'est extrêmement important dans cette complexité de donneurs d'ordre et de sous-traitance de garder cet aspect-là. Je suis maître de ma technologie, je suis toujours à l'état de l'art. Et surtout, je suis neutre quelque part. Je suis pas attaché à un produit concurrentiel. C'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur un sujet qu'on a cité, l'aspect écologique. Donc à Taïwan, j'ai lu que 7% de l'énergie à Taïwan était utilisée par TSMC, je crois. Ouais. C'est des chiffres qui sont quand même... On est dans un petit pays, mais bon, 7% d'énergie, c'est quand même très conséquent. Et on a aussi l'eau. Ouais. Donc il n'y a pas eu de typhon l'année dernière. C'est ça. Et donc pénurie d'eau à Taïwan, et l'industrie est extrêmement gourmande en eau. Ouais. Donc autre problématique, c'est ça ? Tendu, ouais. Bah, en fait, c'est deux éléments fondamentaux qui sont nécessaires à fabriquer un semi-conducteur. Il faut de l'électricité, alors il en faut en quantité, hein, comme on le voit, mais il faut aussi une stabilité importante. Il faut de l'eau. Pourtant, il y a eu des investissements dans l'éolien, je crois sous l'impulsion d'Apple. C'est pas assez.
Oui, alors après. Donc c'était plus une annonce parce que si stabilité éolien en général c'est contradictoire, non? Oui. Non, mais le problématique, elle est bien au-delà de ça. C'est le problème de production de l'énergie à Taïwan. Donc il n'y a pas l'énergie avec le positionnement du nucléaire. Donc c'est un débat. Deux centrales nucléaires, la troisième qui a été annulée, c'est ça? Voilà, une pression de l'opinion publique d'arrêter. Le gouvernement qui s'est fait élire suite à Fukushima en 2011. Le grand frère japonais a eu quelques problèmes, donc Taïwan s'est dit. Donc annonce, un gouvernement actuel qui a été élu sur une promesse électorale d'arrêter le nucléaire, remplacé par justement du renouvelable, mais le renouvelable c'est pas immédiat, voilà, donc ça prend du temps. Mettre des usines, des fermes éoliennes par exemple, c'est pas immédiat, on peut pas, ça demande des investissements importants. Le solaire c'est pareil. Donc finalement on s'aperçoit que Taïwan était dans une transition intéressante vers aller de plus en plus de l'énergie verte, mais finalement la sortie du nucléaire s'avère trop rapide par rapport aux besoins, par rapport à la demande, notamment de l'industrie électronique et du semi-conducteur. Alors après il y a d'autres aspects politiques, nous un référendum qui va arriver d'ailleurs à Taïwan sur finalement donc le gouvernement du coup met sur la table ce point-là en demandant directement à l'opinion publique de trancher sur le nucléaire, parce qu'il s'aperçoit que finalement politiquement il a du mal à suivre la promesse qu'il a faite au moment de ses élections et de ses réélections. Ouais, très clairement. Donc c'est une difficulté. Mais pour revenir au semi-conducteur, il faut de l'électricité en quantité fiable, ce qui a été un frein en Chine pendant longtemps, notamment dans les zones développées de la Chine, entre guillemets, donc toute la bordure est, de Shanghai à Shenzhen, il y a eu pendant longtemps des problématiques d'alimentation. C'est pour ça d'ailleurs que on a vu l'émergence du Sichuan en Chine, qui a plus d'électricité et plus d'eau, comme le fameux barrage des Trois Gorges, etc. Qui sont des zones qui sont plus propices effectivement à développer du semi-conducteur. Parce qu'il y a vraiment besoin d'électricité et de l'eau, effectivement. Même si l'eau, il y a beaucoup de recyclabilité dans les processus, mais malgré tout, c'est extrêmement gourmand. 87% de mémoire sur GTSLC. Mais malgré tout, il faut l'alimenter. Et Taïwan a aussi une situation un peu particulière au niveau de l'eau, au niveau hydrologique, parce que quand on se promène à Taïwan, on a du mal à voir qu'il y a la sécheresse. C'est tout vert, c'est un peu compliqué d'imaginer ça, mais c'est vrai que le système est basé sur finalement ces fameux typhons qui sont censés venir tous les ans à Taïwan. On voit le lit des rivières, c'est un bon indicateur. C'est un lit de pierre. On voit un lit qui fait 1 ou 2 kilomètres de large avec un ruisseau au milieu, et on s'imagine que quand il y a de l'eau qui arrive, ça doit être massif, quoi. Voilà, mais c'est des éléments un peu avec Taïwan étant extrêmement montagneuse, une île montagneuse, ça ruisselle sur toutes les montagnes et voilà, ça... Donc en fait, on a besoin des typhons. Alors historiquement, on le sait même pour l'agriculture. Historiquement, les réserves d'eau se construisent en été, au moment des typhons. Et il y a finalement assez peu de rétention. Et donc il y a quand même des barrages à Taïwan évidemment. Mais il suffit, et c'est ce qui s'est passé l'été dernier, qu'un été n'envoie pas de typhon sur Taïwan pour que les réserves ne se reconstituent pas en fait. Et c'est cette problématique qu'on a en ce moment, parce qu'on n'a pas eu de typhon l'été dernier. Et donc les nappes, la quantité d'eau n'est pas suffisante pour alimenter l'industrie taïwanaise en général, et donc en particulier les industries gourmandes en eau comme le semi-conducteur. D'accord, tout à fait. Le temps passe, donc on va passer un peu de temps sur Grenoble, peut-être sur un exemple concret donc de Wise Integration, c'est ça, qu'on va peut-être un peu détailler pour comprendre un exemple concret alors je sais pas si c'est lié directement, mais quand on entend ces effets d'annonce de 100 milliards investis par TSMC, on se dit que voilà, on a peut-être quelques pépites françaises qui peuvent en profiter, il y a peut-être des choses à faire. Exactement. Alors c'est vrai que Grenoble est particulier en France, même en Europe, voire dans le monde. On a la chance d'avoir une filière qu'on appelle deep tech dans le jargon de l'innovation. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir, alors d'une part le CEA en France et le Leti en particulier à Grenoble, qui est un laboratoire qui innove énormément, qui fait beaucoup de recherches et qui essaime. D'accord. Donc il y a énormément d'essaimages d'entreprises ou de startups qui se créent en récupérant en fait les inventions du CEA et créent ces startups qui sont en fait basées sur des innovations profondes, deep, liées à la nanoélectronique, donc au semi-conducteur. Et donc on a une filière d'essaimage et de création de startups à Grenoble historique. Et qui marche toujours. Et moi j'y crois beaucoup parce qu'on voit arriver sur le marché ces startups-là qui ont des vraies valeurs technologiques d'une part, des potentiels de marché extrêmement importants et des vraies ruptures.
Donc on est vraiment sur cet aspect rupture. Des technologies de rupture. De rupture, ouais, de rupture dans ce domaine-là, la nanoélectrique. Donc ça c'est extrêmement, c'est une force, de l'écosystème grenoblois, mais aussi de la force de pouvoir en fait sortir ces startups, ces innovations, et les amener à se développer pour pouvoir adresser un marché global, mondial. Et donc Wise Integration, c'est un parfait exemple pour moi. C'est donc une start-up très récente. Elle a été créée l'an dernier en fait, mais qui est en fait une spin-off, donc un essaimage du CEA Leti. C'est-à-dire que typiquement la technologie a été mûrie, a été développée, l'invention a pris du temps. Donc le CEA, c'est le centre de l'énergie atomique, c'est ça ? Alors c'est l'ancien nom. Il y a même une petite pile nucléaire, je crois, quasiment au centre-ville de Grenoble. Elle n'existe plus. D'accord. J'ai habité 2 mois à côté, donc c'était peut-être une rumeur. Non, mais par contre, Grenoble a été pionnier effectivement dans l'énergie atomique. C'est la première pile, le premier prototype d'usine nucléaire a été effectivement, elle s'appelait Mélusine, pour information, cette pile a été au niveau du CEA, a été effectivement au centre-ville. C'était le premier pilote en fait. Mais au-delà de ça, le CEA s'est transformé, donc on parle de CEA énergie alternative. Le A a changé. Atomique, alternative. C'est bien trouvé. Voilà, il y a des gens qui habitent juste en face, j'ai vu, donc c'est mieux d'être à côté en face de l'alternative que de l'atomique à choisir. Mais dans le CEA, il y a ce qu'on appelle le CEA Tech, qui est en fait une branche qui travaille pas forcément que sur les énergies, et qui travaille sur des technologies fondamentales de base, et avec 2 laboratoires à Grenoble et un à Paris. Et il y en a un qui s'appelle le Leti, qui est vraiment dans le laboratoire lié au nanoélectronique, à la nanoélectronique et aux semi-conducteurs. D'accord, donc avec évidemment une dimension énergétique in fine, mais c'est pas le but fondamental. C'est pas travailler sur l'énergie atomique, c'est pas travailler forcément sur l'énergie alternatives, c'est vraiment travailler fondamentalement sur les technologies du semi-conducteur et de la nanoélectronique. D'accord. Et donc Wise en fait se crée sur une invention qui sort de ce laboratoire. D'accord. Et 4 cofondateurs décident de partir avec cette invention-là. Donc c'est une start-up du coup qui est à la fois jeune et vieille, quoi. C'est-à-dire tu dis pas ce que c'est que l'invention, mais j'ose pas te poser la question non plus parce que j'ai peur de la réponse, donc je te laisse. Alors en fait ils utilisent, on parle beaucoup j'ai regardé le site web, j'ai pas tout compris, c'est pour ça que j'y vais à pas de loup. Alors en fait ils utilisent un autre matériau en plus du silicium, qui est aussi un matériau semi-conducteur. Donc il y a le silicium qu'on commence à connaître, on va dire. Mais il y a d'autres matériaux, et il y en a un qui s'appelle, alors c'est un nom un peu savant, le nitrure de gallium, GaN, G-A-N, GaN, nitrure de gallium, qui est aussi un matériau qu'on connaît depuis un certain temps, qui a des propriétés intéressantes, semi-conductrices, mais qui va un petit peu au-delà du silicium dans certains aspects. L'idée c'est de mettre les deux, donc mettre du GaN sur du silicium, pour faire simple. Alors c'est très compliqué d'un point de vue production, donc l'innovation elle est vraiment là-dessus. C'est comment intégrer les 2 matériaux en fait, pour pouvoir bénéficier des deux matériaux, pour faire simple. Et le GaN a une vraie valeur ajoutée par rapport au silicium, c'est de pouvoir faire de la conversion énergétique à un haut niveau, parce que le silicium est pas très bon en fait pour faire ça. Conversion énergétique, conversion électrique. Donc typiquement, c'est tout ce qui va être les chargeurs et transformer une source d'électricité en une autre. Et on voit bien l'intérêt de miniaturiser tout ça, et on voit bien, et d'aller de plus en plus vite. Donc avec nos appareils, on a envie de charger nos smartphones de plus en plus vite. Et en fait, une des solutions, c'est d'utiliser ces nouveaux matériaux. D'accord. Donc de pouvoir en fait changer un courant électrique en un autre, d'accord, en ayant un maximum d'efficacité énergétique, donc du coup ça va moins chauffer, ça a un intérêt, et ça va aller plus vite. Et on va pouvoir le miniaturiser, ce qui est un fondamental du semi-conducteur, comme on l'a vu. Beaucoup d'avantages. Ouais. Beaucoup d'avantages. Et donc avec ça, l'idée c'est, alors on peut imaginer que pour nous, effectivement, on va avoir encore accès à des chargeurs de plus en plus petits, mais ils sont déjà pas mal, ce qu'on a sur le marché. C'est déjà acceptable. C'est déjà acceptable. Mais l'intérêt c'est d'aller sur des niveaux de puissance plus élevés. Donc finalement, les marchés, ça va être plus sur l'écomobilité, parce qu'on a de plus en plus de vélos électriques type 2 roues, à Taïwan notamment, on a des acteurs intéressants. Là, les chargeurs sont plus gros. Là, les chargeurs sont plus gros. Pour un vélo, pour un drone. Exactement. Et là, la problématique, c'est ça. C'est finalement, est-ce qu'on a envie d'avoir dans son sac un chargeur et quand on va être obligé de charger, il va falloir sortir le chargeur et le brancher sur une prise. Quand on est sur un vélo, on n'a pas forcément d'avoir une grosse boîte quelque part. Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de l'intégrer directement dans le cadre, en fait, et d'avoir la possibilité de miniaturiser ce chargeur et finalement d'avoir un vélo électrique ou un vélo assistance électrique qui soit comme un aspirateur. Il suffit de tirer un fil et de brancher. Et finalement, la conversion électrique se fait directement
par un système intégré, petit, Pour mais le consommateur, efficace. ça devient invisible, quoi. Il y a plus Invisible, qu'un fil. voilà. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt de cette technologie. Mhm. C'est travailler là-dessus. Il y a un autre segment qui est extrêmement important, qui va être évidemment les serveurs informatiques, et donc les data centers, qui consomment énormément d'énergie. Donc là, si on améliore l'efficacité énergétique à ce niveau-là, on va forcément baisser la facture, la facture d'électricité. Et donc c'est un énorme intérêt à la fois écologique et aussi économique. Donc il y a des segments très intéressants. Donc là, on est aussi on n'est pas sur le chargeur, là, parce que là, c'est branché au courant. Mais il faut quand même, au niveau d'un PC, quand on va mettre sur du 220 volts en France ou du 110 volts à Taïwan, il faut bien le transformer en du 12 volts. Il y a quand même un transformateur, pareil, donc pareil. ça fait de la chaleur, il y a une perte d'énergie, voilà. on gagne là-dessus. Quoi. Donc tout gain énergétique est bon à prendre, surtout à des échelles comme un serveur et un data center qui va intégrer des centaines de serveurs. Et on sait très bien l'impact sur une facture d'électricité, et même en termes d'empreinte CO2 en fonction de la nature de l'électricité, d'un data center. Donc là, il y a un enjeu qui est au-delà de l'écomobilité et de l'intérêt de l'utilisateur, comme quelqu'un qui va avoir un vélo, comme on l'a dit. Mais c'est aussi un des segments intéressants. Et donc cette start-up, cette jeune start-up, elle produit chez TSMC. D'accord. Et c'est ça je trouve ça remarquable quelque part, parce qu'on a une jeune start-up entre guillemets qui a moins d'un an et qui est capable de produire chez TSMC. Et on se dit, mais avec tout ce qu'on entend sur TSMC, sur les problèmes qu'on entend d'accès d'allocation, d'accès aux lignes de production dans l'automobile typiquement, pourquoi finalement un acteur comme TSMC, avec son leadership mondial, va accepter de travailler avec une start-up finalement jeune? Tout simplement parce qu'il y a une technologie intéressante pour elle, quoi. Donc c'est assez unique, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Donc, mais moi, ça montre l'intérêt quand même. Alors, c'est pour ça qu'on voit que TSMC, là, on est clairement au-delà de la loi de Moore, On parle de matériaux différents, etc. Mais on voit quand même que TSMC se diversifie. Donc, cherche aussi ces fameuses autres trajectoires, le more than more, au-delà de ça. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là où il y a une opportunité pour des startups qui arrivent avec des technologies de rupture, mais qui rentrent aussi dans ces stratégies un petit peu de diversification de TSMC, et de pouvoir les convaincre de travailler en mode partenarial et de travailler en mode industriel du coup. Et donc c'est un peu le grand écart entre une jeune start-up, 4 cofondateurs et TSMC, mais s'il y a un point d'accroche à ce niveau-là, ça marche. Donc on voit quand même cette ouverture d'esprit, cette ouverture intéressante, et cette capacité finalement de TSMC de travailler avec des startups innovantes françaises qui sortent. Et c'est pour ça que je pense pour moi un exemple concret de la deep tech française. On voit que la deep tech arrive à proposer en fait des vraies technologies intéressantes qui permettent de travailler avec des leaders mondiaux malgré des grands écarts sur les tailles d'équipe, par exemple, et c'est un des aspects intéressants. Et donc toi, sur ton rôle, tu peux faire le lien entre ce type de start-up et un acteur comme TSMC? Alors mon rôle, c'est d'accompagner en fait cette entreprise-là sur place. Donc je le représente officiellement maintenant à Taïwan. Au début, on était parti effectivement sur travailler sur ces aspects opérationnels. Comme tu le dis, et vu de la start-up française, effectivement, c'était essentiellement ça à Taïwan. Donc encore une fois TSMC, donc sous-traitant majeur principal pour eux, et les filières back-end derrière. Et de fil en aiguille, il y a cet aspect finalement découverte. Donc c'est intéressant que pour une start-up comme Wise en fait de venir ici et de comprendre que au-delà de TSMC, il y a autre chose à Taïwan. Il y a bien autre chose. TSMC a tendance à être un peu le truc qui cache un peu tout le reste, quoi. Parce que, et encore de plus en plus en ce moment, parce qu'ils sont sur les... qui cache la forêt, ou comment on dit, il n'y a pas une expression. Ouais, il doit y avoir une expression comme ça, mais au-delà de ça, il y a d'autres possibilités de sous-traitance, mais il y a aussi des marchés possibles. Et je pense que ça a été une prise de conscience de la startup, de Wise, de comprendre. Alors c'est aussi grâce à nos actions sur place, de mettre en avant leur technologie sur des salons professionnels à Taïwan, et de faire comprendre que à cette startup qu'il y a aussi une filière vélo à Taïwan importante, qui est pas forcément très connue. Donc il y a Giant, qui est un acteur important, leader mondial. Que l'électrification du 2 roues à Taïwan, c'est une vraie réalité, parce qu'on a une vraie filière de roues thermique classique qui est aussi peu connue en France, par exemple, avec des acteurs comme Kymco. On a Gogoro à Taïwan qui a démarré avec ses scooters, un système de scooters électriques
qui marche bien sur Taïwan. Avec des batteries rechargeables, donc scooter électrique. Dans des bornes un peu partout dans la ville, quoi. Exactement. Et puis, il faut pas oublier que sur le 4 roues aussi, Tesla se source majoritairement sur Taïwan, sur tous ces composants-là. D'accord. Donc on a Taïwan, sans faire trop de bruit, mais qui a une position aussi intéressante sur l'écomobilité, du coup. Enfin, tout ce qui est véhicule électrique, 2 roues légers, type vélo, un peu plus lourd, moto, scooter, jusqu'aux 4 roues, type voiture électrique. Et c'est ce qui manque à Taïwan en termes de marketing, on va dire, c'est de prise de conscience en dehors de Taïwan de ces possibilités-là. Il y a des vraies opportunités de travailler aussi sur, au-delà du semi-conducteur, là, du coup, mais c'est vraiment sur l'application, pour pouvoir intégrer ces fameuses puces, travailler sur des architectures plus efficaces avec ces acteurs-là, pour passer à une nouvelle génération, et passer à une étape supplémentaire sur l'intégration, en fait, de ces convertisseurs, de ces transformateurs électriques au niveau des véhicules électriques, en fait. D'accord. Et donc, je pense que ça a été, c'est la learning curve, en fait, un petit peu classique, d'une startup. D'abord, je considère Taïwan parce que je vois TSMC, on parle de TSMC et finalement, oui, ça marche. Mais au-delà de TSMC, il y a plein d'autres choses, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir les opportunités marché, les opportunités de partenariat, de coopération pour travailler avec les Taïwanais sur ces autres. Est-ce que c'est plutôt donc là Wise Integration, ça c'est vraiment une startup donc ils ont commencé à produire ici. Ouais. Mais est-ce que tu vois aussi des startups qui peuvent vendre des solutions à cet écosystème? Ça a été le shift pour eux au départ, vraiment tout au départ. Ils ne voyaient Taïwan comme... Ils ne pensaient qu'à une plateforme de sous-traitance, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais ça. Et puis finalement, non. Finalement, on a créé une structure légale ici pour pouvoir justement mettre des équipes commerciales et développer des activités type business développement, marketing, et rayonner aussi au-delà de Taïwan sur l'Asie. Donc, ce qu'a annoncé Wise Integration, c'est un investissement sur Taïwan, de créer une équipe en fait qui va être en charge du commercial sur l'Asie. Donc, c'est ce changement que je trouve vraiment intéressant du positionnement de Taïwan, on va dire classique, qui est la sous-traitance, mais là, quand même arriver à un niveau de fit entre un TSMC et cette startup qui est vraiment incroyable et positif, à quelque chose qui est une autre prise de conscience, c'est-à-dire finalement je peux utiliser Taïwan pour autre chose, et non pas que pour ces aspects TSMC opérationnels, mais aussi pour développer et trouver des clients, tout simplement, sur Taïwan, et commencer, les Taïwanais, et la première chose qu'ils font, c'est emmener leurs partenaires sur la Chine, sur l'Asie, sur l'ASEAN, donc cette capacité de projection au-delà du marché taïwanais qui est extrêmement intéressante pour des acteurs comme Wise Integration. Tout à fait, ouais. Et justement, sur cette expérience de travailler avec des entreprises taïwanaises ici, là, sur le podcast, j'ai eu quelques épisodes Japon récemment où des entrepreneurs expérimentés sur le pays expliquaient comment faire des affaires avec le Japon, comment avancer sur des partenariats, clore des deals, vraiment sur des deals B2B assez complexes, etc. Et quand même avec un aspect, une différence culturelle qui était quand même assez marquée sur le Japon. Quels sont un peu ton retour d'expérience ou tes conseils, les choses à faire, à ne pas faire? Alors, Taïwan a la chance d'avoir été un carrefour culturel beaucoup plus marqué que le Japon, par exemple, ou d'autres pays asiatiques. Et ce qui est remarquable à Taïwan, c'est cette ouverture, en fait. Donc finalement, on a à Taïwan un a priori assez positif quand on vient de l'étranger avec justement sa start-up ou son innovation et discuter avec les Taïwanais. On a la chance d'avoir à Taïwan, déjà on a des gens qui parlent anglais généralement dans la tech ici, donc on n'a pas trop de barrières culturelles, donc ça c'est intéressant, pas besoin de parler chinois pour discuter avec TSMC, typiquement on parle anglais, ça va très bien. Et on a finalement des retours assez straightforward. C'est une capacité qui est pas très asiatique, si on compare avec d'autres pays asiatiques. C'est-à-dire que les Taïwanais sont capables de dire non, en fait, assez rapidement. Et ça, c'est vachement appréciable. Donc, on parlait de TSMC. Donc, TSMC, on a ce niveau, par exemple, de curiosité, donc d'ouverture. Donc, finalement, les premiers rendez-vous se passent avec TSMC. Donc, même si on est petit, du moment qu'on a évidemment le bon produit, etc., ils vont ouvrir les portes. Mais on a aussi cette capacité d'avoir rapidement des noms et des prises de décision extrêmement rapides. Donc c'est l'intérêt de Taïwan. Et à contrario, du coup, c'est ce côté rapidité, ça peut être un problème
pour les entrepreneurs et les entreprises françaises. Il faut suivre le rythme après. Et c'est ça un peu le paradoxe taïwanais, c'est que finalement, ils sont surpris d'avoir un rendez-vous chez TSMC. Alors, d'avoir un nom rapidement, du coup, alors qu'au Japon, ça peut prendre plusieurs réunions avant d'avoir un nom, typiquement. Par contre, quand on a un oui, alors là, c'est là que les problèmes arrivent. Commence. Parce que derrière, il faut y aller, quoi. Parce que au niveau patience, au niveau rythme, c'est vraiment, moi je trouve, c'est un problème de rythme, quoi. Il faut vraiment, les Taïwanais, ils ont peut-être un micro à terre. C'est un peu comme en Chine, quoi. Il faut aller très très vite. Il faut aller très réactif, voilà. Il faut aller très très vite, et c'est une des difficultés de rythme qu'on voit avec typiquement avec un rythme français. En France, c'est acceptable de répondre à un email après un ou 2 jours. En Chine, on est plus en messager sur WeChat et ça répond dans les 5 minutes, quoi. Voilà. C'est un exemple. Et ce problème de rythme, il va au-delà de la communication. C'est pas juste, justement, répondre à... C'est bien au-delà, quoi. C'est être prêt sur investir, sur développer. C'est une des difficultés, je dirais, importantes sur Taïwan. Donc en fait, il faut... Avec Taïwan, il faut à la fois être vraiment sûr de sa technologie, être concret. Ça, c'est les choses de base un peu en Asie, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est surtout vrai dans le semi-conducteur aussi. On aime bien les choses concrètes, au-delà de Taïwan et des différences culturelles. Donc, il faut arriver quand même extrêmement percutant, avec des choses extrêmement tangibles, pas juste un PowerPoint, clairement. Mais déjà montrer il faut vraiment préparer ces dossiers fortement et arriver déjà à des choses en termes de maturité qui soient assez proches du produit, on va dire. C'est-à-dire que les Taïwanais sont intrinsèquement sur des productions assez court terme. Un PC, 6 mois, 1 an. Donc, il faut pas arriver à des choses qui sont un peu trop longs en termes de maturité. Sinon, ils sont sur des cycles de vie, des cycles d'introduction très courts. Mais bon, il y a tout ce qui est Asus, Acer, ce genre d'acteurs. Et donc, des produits consumer électroniques, c'est des cycles de vie assez courts. Et des temps d'introduction des produits très courts. Donc, c'est une des forces de Taïwan. C'est-à-dire de raccourcir les mises sur le marché des produits, en fait. Et donc, c'est ça la difficulté. Si on arrive à quelque chose qui est pas forcément à un niveau de maturité suffisant, ou qui va nécessiter encore plusieurs années de maturation, d'industrialisation. C'est ça que les Taïwanais ne vont pas comprendre, en fait. Donc il faut vraiment il faut des fois patienter un peu, revenir peut-être une année après, et pas arriver tout de suite avec quelque chose qui est un peu trop virtuel, on va dire. Et c'est aussi toi ton rôle de sélectionner les bons dossiers, de conseiller les startups. Je les conseille, mais d'un autre côté, je leur dis, une fois que c'est bon, il faut y aller. Et quand on met le doigt dans l'engrenage, par contre, il faut jamais s'arrêter, quoi. Donc c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est parti et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et donc moi j'ai vraiment conseillé à Wise Integration vraiment d'y aller, de faire du buzz, se montrer, bâtir sa crédibilité avec ça, au-delà de TSMC encore une fois, aller chercher, montrer qu'il y a un intérêt. Le côté TSMC c'est extrêmement rassurant sur un marché taïwanais. Donc il y a l'aspect c'est TSMC qui va le faire, donc un acheteur potentiel va dire ça va être très rassurant parce qu'il sait que ça va aller vite justement et que le projet va être sur le marché rapidement avec le bon prix, avec tout ce qui va bien. Donc c'est aussi un des intérêts de travailler aussi dans ce mode un peu dual, je sous-traite et je cherche un client derrière. Et il y a un effet positif derrière. Et une fois que c'est parti, après moi il faut y aller, il faut sortir les produits, il faut monter des projets partenariales, il faut travailler en bizdev de façon extrêmement diligente, et surtout il faut que l'opération suive derrière, quoi. Donc c'est ça la particularité, mais c'est une particularité qui n'est pas uniquement taïwanaise, c'est vraiment aussi lié au semi-conducteur. Enfin, les gens du semi-conducteur le savent très bien, ça. Donc il faut pas... Ça va être amplifié par ce côté court-termiste, on va dire, taïwanais, mais c'est vraiment important d'arriver au bon moment, on va dire, sur Taïwan. Donc, travailler sur place, après c'est l'Asie, donc les relations personnelles, c'est important. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors avec le Covid, c'est compliqué, forcément, de voyager, de voir les gens. Mais ce côté investissement dans les relations personnelles, c'est un côté très chinois, très asiatique. Même chez TSMC, même dans la tech ici, on va dîner le soir. Bien sûr. C'est extrêmement important et c'est dans la durée. C'est pas uniquement de temps en temps, c'est dans la durée, quoi. Et ça, on retrouve bien ce côté, on va dire, plus traditionnel de Taïwan.
très chinois, très asiatique. On retrouve parfois la vraie Chine ici, parfois, qui a disparu de Chine, mais qui était conservée à Taïwan, quoi. Mais qui est là. Et c'est important. Et c'est important de travailler sur ces aspects-là. Parce que les niveaux de confiance se bâtissent comme ça, en fait. Donc il y a la crédibilité de la techno, etc., comme on l'a dit, mais il y a aussi la crédibilité des personnes. Et comment bâtir la confiance, c'est aussi à ce niveau-là, au niveau des relations interpersonnelles. Et c'est là où c'est bien d'avoir des gens locaux, c'est bien si on peut pas venir, c'est bien d'avoir des Taïwanais aussi qui travaillent en direct, avec à développer le relationnel et évidemment le commercial ou les opérations pas derrière. Mais je pense que c'est alors je parle en général, pas forcément que pour Wise Integration, mais je vois aussi avec mes autres clients, c'est comme ça qu'on travaille avec eux, surtout dans cette période du Covid-19. Pour avoir des gens qui soient vraiment en direct, en fait, donc des Taïwanais essentiellement en direct avec soit leurs sous-traitants, soit leurs clients, soit les deux, pour justement travailler sur cet aspect de connexion interpersonnelle fine entre Taïwanais, entre eux, et en attendant ce qui est aussi important. On peut parler anglais chez TSMC, j'en suis sûr. Mais d'ici d'expérience, même en parlant chinois, de Taïwan à Taïwanais, la communication n'est pas la même. Et surtout, c'est important dans cette période où on voyage pas, en attendant que les voyages se libèrent, on va dire. Donc, ils préparent un peu le terrain pour justement. Tu sens des limites, toi, dans le business, avec ce rôle justement de faire le lien entre l'Europe et Taïwan. Non, justement parce que ça marche assez bien, ça marche bien à distance. Parce que le rôle d'intermédiaire, fondamentalement, il existe dans la culture chinoise. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Le rôle du consultant, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que dans la culture des affaires chinoises et donc taïwanaises, il y a toujours eu des intermédiaires. Et ça reste un fondamental. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va justement faire le pont. Et donc c'est assez naturel de dire monsieur ou madame untel va être l'intermédiaire entre vous et un client français et inversement. C'est vrai que ça fourmille toujours de trading d'intermédiaires divers et variés en Chine. C'est fondamentalement, ça existe depuis, je suppose, la nuit des temps dans la culture chinoise, d'avoir des intermédiaires dans le monde des affaires. Donc c'est pas du tout choquant et même dans le high tech, ça perdure, ça existe, quoi. Donc c'est pas du tout négatif d'avoir des intermédiaires. En fait. Il faut avoir une valeur ajoutée, quoi. Faut pas faire l'intermédiaire. Bien sûr, il faut avoir des gens qui savent faire ce qu'il faut faire, qui savent bien communiquer et qui savent bien faire le pont, le bridge entre les deux. C'est-à-dire qu'ils soient à la fois capables d'être en direct avec justement ses compatriotes taïwanais à Taïwan, mais aussi retranscrire ça aux Français par exemple et expliquer ce qui se passe. Donc il faut un peu avoir cette double culture et cette ouverture pour pouvoir vraiment faire le pont des deux côtés. C'est ça l'intérêt, quoi. Et on trouve à Taïwan des talents, on trouve des gens qui permettent de faire ça aussi et de faire vraiment le pont entre ces deux aspects-là. Donc si on a quelqu'un qui est trop taïwanais, quelque part, il aura du mal à expliquer à un Français ce qui se passe, quoi. Il faut être capable de comprendre bien les deux aspects, quoi, et de bien faire l'intermédiaire. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on voit, c'est amplifié par le Covid-19, mais il y a un vrai fondamental culturel qui est là et qui permet d'avancer. Je me demande si tu as déjà répondu à ma question finale. Un hack, comment hacker Taïwan, là, tu viens quasiment de répondre, non? Ouais, un peu, ouais. je viens un peu de le dire. Mais il faut oser Taïwan. Il faut pas. Alors, l'avantage, c'est que Taïwan, le coup de projecteur qu'on a sur Taïwan en ce moment, médiatique, etc., va certainement ouvrir les yeux à plein de gens. Et donc, c'est effectivement intéressant de reconsidérer Taïwan si on l'avait pas considéré avant, parce qu'il y a des vraies opportunités. Et donc après, il faut vraiment considérer Taïwan pour ces aspects-là, à la fois cette qualité de sous-traitance, alors techniquement, mais pas que, comme on l'a vu, et aussi cette possibilité de faire des affaires à Taïwan avec les Taïwanais sur un marché domestique et de rayonner au-delà. Et c'est vraiment les deux aspects. Il faut pas s'auto-censurer par rapport à ça. Les Taïwanais sont pas très bons en marketing pour vendre leur île, j'entends, en propre. Donc ils ont tendance à être plutôt low profile. Et on comprend pourquoi aussi pour des aspects géopolitiques. Une culture même de l'OEM, on a exactement parlé, créer leur propre marque, c'était pas en général, c'était pas dans le. Donc on a un vrai déficit
de ce qui se passe ici et des opportunités, des potentiels de Taïwan. Mais on n'a pas parlé du Covid et de la réussite exceptionnelle. Hein. C'est peut-être la plus belle réussite au monde. Voilà, donc ça fait Covid, ça fait l'économie avec un taux de croissance à faire pâlir le reste de la planète. Enfin, tous les voyants sont ouverts en ce moment. Tout est ouvert, donc ça c'est positif. Donc du coup, on a une prise de conscience que l'on voit. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité justement pour se lancer. Pour venir, pour essayer les choses, et finalement on a une vraie curiosité, une certaine tolérance par cette ouverture d'esprit, on va dire, à Taïwan, qui est intéressante. Et Taïwan va chercher les technologies, va chercher les innovations. Ensuite, ils vont faire la production, ils vont l'adapter, ils vont l'intégrer, ils vont la projeter sur un autre marché. Pas que Taïwan, mais la Chine, typiquement, qui est le premier partenaire de Taïwan en termes de commerce international. Et c'est ça l'intérêt de Taïwan. Et c'est vrai que si on se limite à comprendre que c'est une île, 23 millions d'habitants, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Pareil avec TSMC. Si on ne regarde que TSMC, on voit pas tout ce qu'il y a derrière TSMC. Il y a d'autres sous-traitances, il y a d'autres opportunités industrielles et qui est intéressant. Donc il faut oser Taïwan, il faut venir, il faut explorer. Oui, je pense et même, que c'est une île qui est extrêmement sympathique. Des gens adorables. Voilà. Une île qu'il faut visiter. Passer une semaine à faire le tour de l'île. À vélo, en voiture, ce que vous voulez. Donc plein d'avantages. Faut découvrir Taïwan, ça c'est. Exactement. On est d'accord. On va s'arrêter là, hein. C'est presque 1h30, hein. Ça a été passionnant. J'espère que nos auditeurs ont tenu jusqu'au bout, mais je n'en doute pas, parce qu'en tout cas moi j'ai trouvé ça passionnant. On a appris plein de choses sur les semi-conducteurs, sujet d'importance maintenant, on le sait. Comment te contacter? Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux? Dis-nous. Alors je suis sur LinkedIn, vous pouvez me trouver, donc Pascal Viau. V-I-A-U-D, V-I-A-D, Pascal, P-S-C-A-L. LinkedIn est certainement le meilleur moyen pour me trouver. D'accord. Avec une photo de samouraï. De kendoka. C'est un sport, le kendo. Ce n'est pas du tout agressif. Les gens retiendront plus samouraï que kendo. Voilà. On a mis les deux. Mais vous pouvez trouver, LinkedIn, c'est certainement vous pouvez me contacter, et ensuite on peut échanger, et puis s'échanger par d'autres moyens au-delà de LinkedIn, bien évidemment. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup, Pascal. Merci, Raphaël. Salut. À bientôt, au revoir. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!